Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 27 mai et à la une de cette édition, le Rassemblement national provoque un raz-de-marée électoral à Mayotte. Au lendemain du scrutin, plusieurs questions se posent au sein des autres partis politiques mahorais. Car si l'abstention sort grande vainqueur, le résultat est loin d'être anodin. Alors comment interpréter ce vote? Quel message la population a-t-elle voulu envoyer? Chahidi Maolida est allé à la rencontre des acteurs de la vie politique locale. Au montage, Leslie Vimonet. Au lendemain de l'annonce des résultats, le plébiscite du Rassemblement national a provoqué une onde de choc sur l'île au Lagon. Pour les acteurs de la politique locale, une réflexion est à mener pour comprendre ce choix de la part des Mahorais. Il faut forcément en tirer des leçons, puisque un score aussi élevé, 45%, plus de 45% de suffrages accordés au Rassemblement national, ancien FN, ça pose question. Effectivement, ça interpelle. En tout cas, la classe politique locale doit se sentir interpellée par les Mahorais. En tout cas, quel message les Mahorais ont voulu adresser aux politiques ici à Mayotte? Il faut qu'on se pose la question. C'est quand même un rejet, un camouflé, vis-à-vis de la politique du gouvernement ici à Mayotte. J'invite d'ailleurs le gouvernement à revoir sa copie parce qu'il a sous-estimé le mécontentement de la population au niveau de Mayotte, la population mahoraise, face aux différents enjeux, face aux différentes problématiques. Des enjeux et des problématiques bien connus avec notamment la question de l'immigration. Après un tel engouement de la part de la population envers le Rassemblement national, une réponse est espérée pour satisfaire les attentes des Mahorais. C'est vraiment un vote pour dire nous souhaitons qu'il y ait un changement profond de la politique de l'État. Ici à Mayotte, il faut qu'il y ait une autre orientation, il faut que l'État prenne un autre chemin, donc pas celui qu'il a toujours emprunté depuis toujours. Les Mahorais ont décidé d'accorder leur suffrage au RN. Ça veut dire qu'ils attendent beaucoup du RN, concernant notamment l'immigration clandestine. Ce que je souhaiterais adresser comme message à ce responsable du RN ici à Mayotte, notamment à niveau national, voire européen, j'espère juste qu'ils auront les réponses à apporter à ces personnes qui ont cru en eux hier en votant pour eux. Au sein du paysage politique mahorais, on se veut rassurant quant à la finalité de ce scrutin. En cause notamment le taux de participation très faible sur l'île, avec seulement 29% des inscrits qui se sont rendus aux urnes hier. Ce score du Rassemblement national, il faut savoir, est-ce que ce sont des électeurs qui viennent d'autres partis? Parce qu'on le sait, c'est une élection qui n'est pas locale, qui n'est pas une élection de proximité. Donc forcément, il y a des personnes qui ne se retrouvent pas sur ces listes-là qui ont été indiquées, qui ont été proposées, notamment un grand parti ici localement, le MDM, qui n'a pas de liste à elle. On a vu, il n'y a pas eu de consigne de vote. Donc j'aimerais savoir, je pose la question, est-ce que ces électeurs-là sont partis gonfler ou non les rangs du Rassemblement national? Ou ce sont des électeurs qui ont été récupérés chez d'autres partis? Je reste persuadé que c'était un vote pour exprimer une colère à un instant T. Ces élections ne reflètent pas la réalité. Je le disais tout à l'heure, c'est 30% à peine ont voté. Et puis, les élus locaux, notamment les militants, ne sont pas forcément mobilisés. Ce n'est pas les mêmes enjeux que quand il s'agit d'une élection municipale, quand il s'agit d'une élection départementale, législative. À l'approche des élections municipales, les élus vont devoir mener un vrai travail de communication pour gagner la confiance des électeurs, afin d'éviter qu'à l'avenir, une telle forme de contestation ne se renouvelle. Et avec plus de 45% des suffrages exprimés, Mayotte est le département au sein duquel le Rassemblement national a fait le plus gros score. Il faut dire que Marine Le Pen est venue en personne sur le territoire pour faire campagne. Pour les membres locaux du parti, ce résultat est une surprise, mais prouve que les Mahorais veulent du changement. Écoutons plutôt Saïd Ali Bouanaam ici, lors de la matinale de Kwesi. À Mayotte, j'avoue que je n'étais pas du tout confiant par rapport à Métropole où tous les sondages dès le début, il y a 1 mois, il y a 2 mois en arrière, nous plaçaient toujours à coude avec le LRM. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Le seul, à un certain moment, on s'est posé la question quand il y a eu la République en marche, la Renaissance a créé a créé ce mouvement
Macédoine, il faut le dire, puisqu'il englobe tous les autres partis à côté, juste pour pouvoir contrer le Rassemblement national. Mais aussi, la dernière semaine, presque les 15 derniers jours, l'engagement du président de la République. Et j'avoue que c'est la première fois dans la 5e République qu'on voit un président de la République s'engager autant et déclarer que son ennemi était le Rassemblement national. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et samedi, les différentes entités qui composent le collectif des citoyens de Mayotte se sont réunies afin de trouver un terrain d'entente. Une réunion de réconciliation qui a eu lieu à Tsingoni et qui aura finalement accouché d'une souris. Après 9 heures de négociation, les membres du CODIM, des Assoiffés du Sud ou encore les femmes leaders n'ont pas réussi à s'accorder. Pour le reste, Estelle Youssoufa reste la présidente du collectif et nous sommes allés à sa rencontre pour connaître son avis sur les élections et sur la polémique autour des cartes d'électeurs. Un sujet signé Patrick Millan et Leslie Vumenet. C'est depuis Paris qu'Estelle Youssoufa a suivi les élections européennes à Mayotte. Selon elle, les résultats du scrutin apportent plusieurs enseignements. Premier d'entre eux, la politique du gouvernement n'est pas du goût des Mahorais, qui se détournent progressivement des partis traditionnels. Moi, je pense qu'il faut prendre conscience du tremblement de terre que c'est pour Mayotte, pour le paysage électoral. C'est évidemment l'effondrement des partis traditionnels. Mais il faut aussi voir que ça intervient 1 an après la présentation du plan de Macron pour Mayotte. Et c'est un désaveu complet de la République en marche, ou la marche arrière, ou de la Renaissance qui est actuellement en mort clinique à Mayotte. Il y a seulement 1868 personnes qui se sont déplacées aux urnes pour voter pour le parti au pouvoir. Il y a seulement 1800 personnes à Mayotte qui ont validé le plan du gouvernement. C'est un constat d'échec monumental. C'est toute la classe politique à Mayotte qui doit se remettre en question. Nos parlementaires doivent s'interroger. Alors que Bouéni est la municipalité de France où le Rassemblement national a obtenu le plus gros score, pas plus tard que ce matin, 18 migrants venus du Sri Lanka ont accosté sur une plage de cette commune du Sud. De quoi faire bondir le collectif des citoyens de Mayotte qui réclament des mesures supplémentaires pour lutter contre l'immigration. Les autorités, l'État ne peut pas laisser les frontières de Mayotte grandes ouvertes comme c'est le cas actuellement. On doit mobiliser la marine nationale, on doit empêcher d'entrer sur le lagon. Il est évident qu'une fois que ces personnes sont sur notre sol, on leur doit évidemment la santé, la protection. Donc ça, les lois, elles existent. Mais l'État ne peut pas ne construire aucune structure d'accueil, ne rien prévoir pour ces personnes et en même temps laisser nos frontières grandes ouvertes. Autre sujet qui fait l'actualité du collectif, la polémique autour des cartes d'électeurs. Dans la section département, certaines contiennent les mots ancienne colonie ou encore archipel des Comores. Selon la préfecture, cela est lié au lieu de naissance des électeurs qui reflète le statut juridique du territoire de naissance au moment de son établissement. Une explication loin de convaincre Estelle Youssoufa. Non seulement c'est humiliant, on va dire les choses clairement, parce que finalement on a l'impression que l'administration veut jouer au plus fin. Alors on va dire les choses. Est-ce que le gouverneur Saurin considérerait normal sur des cartes d'électeurs alsaciens qui sont nés après juin 40 qu'on écrive anciennement Troisième Reich ? Est-ce qu'il trouverait normal que sur des cartes d'électeurs qui sont inscrits à Vichy, on inscrive anciennement France Collabo ? C'est de ça dont il s'agit. Si on veut que l'administration trouve normal de remuer des pages douloureuses de l'histoire, allons-y. Si le collectif de Mayotte a encore du mal à se structurer, ses combats sont toujours aussi nombreux. À noter que samedi, Marcel Henry a été nommé président d'honneur du collectif, preuve que ce dernier va jouer une place de plus en plus importante dans les années à venir. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Kira Bakar Adakolo, président du mouvement radical de gauche à Mayotte. Kira, bonsoir. Bonsoir Pierre Delougy. Il faut enlever cette mention de gauche parce que le mouvement radical est un mouvement centriste. Forcément, oui, vous n'êtes plus de gauche, sachant que le parti radical de gauche s'est en quelque sorte reconstitué, mais vous n'en faites plus partie. Non. Depuis le 9 décembre 2017, nous avons rejoint la réunification des radicaux et nous sommes... Vous n'êtes plus vraiment de gauche, vous êtes du centre. Nous sommes du centre. Alors votre parti, justement, il s'est engagé auprès de la liste Renaissance portée par Nathalie Loiseau. Ma première question, elle est simple, est-ce que ce résultat, c'est un échec pour vous ? Non, au contraire.
Au niveau national, vous voyez que finalement, le Rassemblement national va avoir le même nombre d'élus au Parlement européen que la liste Renaissance. D'accord. Face aussi aux échecs récurrents des anciens partis de gouvernement, je crois que la liste Renaissance, qui n'existe que depuis quelques mois, fait un score assez honorable par rapport aux enjeux aux enjeux politiques de ce scrutin. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce score du Front National? Parlons de Mayotte. À Mayotte, 45%, c'est considérable. Qu'est-ce que ça vous inspire? Là, il y a quand même un véritable échec. C'est considérable, mais il faut quand même relativiser ces résultats. D'abord parce que le taux de participation n'est pas aussi élevé, il est de 29% à peu près, je crois, mais ça interpelle quand même le fait qu'on ait voté à hauteur de 45% des suffrages exprimés, notamment à Bouéni, où la commune a le taux le plus élevé, 68%. 68%, d'accord. Mais bon, ces résultats-là sont à l'image des résultats nationaux. Et en Outre-mer, parce que vous avez c'est sans savoir que partout Outre-mer, à l'exception de la Martinique, je crois, le Front National est en tête. Les extrêmes, effectivement, ont joué une carte importante. Ensuite, c'est un vote, j'allais dire, d'exaspération. Je ne crois pas que les Mahorais adhèrent aux idées fondamentales du Rassemblement national, mais les Mahorais sont excédés par certaines situations, notamment celle de l'immigration, de l'insécurité. Et voilà que depuis quelques années surgit une dame populiste qui vient finalement caresser du poil de la bête les Mahorais pour faire semblant d'entendre leurs mots, leurs doléances, mais en réalité, rien ne va pouvoir se régler avec la liste, le projet de Marine Le Pen, parce que finalement, ils vont aller au Parlement européen, siéger dans la minorité, voire même ne pouvons même pas constituer un groupe à l'Assemblée, au Parlement européen pour défendre les intérêts de Mayotte. À quoi sert de voter pour le Rassemblement national? Est-ce que finalement Emmanuel Macron n'est pas en cause dans ce vote à Mayotte? Est-ce que ce n'est pas lui qui a été sanctionné aujourd'hui par les Mahorais et la politique menée par le gouvernement? On a eu un plan pour l'avenir de Mayotte il y a un an tout juste, et on voit qu'un an plus tard, les Mahorais ne plébiscitent pas le parti du président de la République, mais le Rassemblement national qui, au second tour de la présidentielle, était face à Emmanuel Macron, on s'en souvient. Alors, il faut distinguer les choses. L'action du gouvernement est une chose, le projet européen de chaque liste en est une autre. D'accord ? Vous pensez vraiment que les électeurs ont fait cette distinction aujourd'hui entre l'Europe, ou est-ce qu'ils se sont dit il faut voter aujourd'hui Rassemblement national, et si on avait été dans une élection présidentielle, ils auraient également voté comme ça? Pour vous, le programme a primé? Alors, il s'agit d'un vote, comme je l'ai dit, d'exaspération, voire même réactionnaire. Les Mahorais ont envie de lancer un message au niveau national, au niveau du gouvernement, pour dire qu'ils sont exaspérés des situations que j'ai évoquées ici. Analysez bien les choses. Prenons à témoin les élections présidentielles de 2017. Les Mahorais au premier tour ont massivement voté Marine Le Pen, mais au second tour, devant le danger que présentait la probable présidence de la République par Marine Le Pen, ils se sont détournés de leur vote initial et ont voté, on va dire, utile. D'accord ? Marine Le Pen avait fait 45% à peu près au second tour des présidentielles, il me semble. Ça veut dire que s'il avait fait 45% au deuxième tour, ça veut dire que Emmanuel Macron avait gagné au premier tour, au deuxième tour. Il avait emporté ici à Mayotte en tout cas. Maintenant, nous sommes face à un enjeu européen. Le projet européen que présente Emmanuel Macron, notamment dans son aspect fédéraliste, mais aussi dans sa volonté de remettre à plat l'espace Schengen pour lequel nous voulons adhérer, enfin intégrer, on voit bien que Marine Le Pen n'est pas pour l'espace Schengen. Elle veut carrément sortir de l'Union européenne parce que Jordan Bardella l'a dit lui-même que leur projet c'est de sortir de l'Union européenne. Sortir de l'Union européenne, ça veut dire que Mayotte ne bénéficierait plus des fonds européens, Mayotte ne prétendrait plus à entrer dans l'espace Schengen pour pouvoir mieux contrôler les frontières et mieux
et espérer régler le problème de l'immigration. Alors, il parle plutôt d'une Europe des nations, mais passons sur ce point parce qu'on verra justement ce que ça donne. Vous connaissez très bien les rouages du Parlement européen. Comment ça va se passer pour cette liste Renaissance? Les accords, parce que c'est toute la question aujourd'hui, est-ce que des accords vont pouvoir être trouvés et est-ce que la liste Renaissance va pouvoir quelque part avoir une voix qui va porter au niveau de l'Union européenne? Alors d'abord, il faut savoir que la liste Renaissance a signé des accords de groupes politiques au sein du Parlement avec l'ALDE, le groupe des libéraux et des démocrates, conduit... En Allemagne. Non, c'est un groupe européen conduit par Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre de Belgique, qui est parfaitement francophone, parfaitement germanophone, anglophone, tout ce que vous voulez. C'est un polyglotte, un grand leader. Maintenant, si on regarde les résultats qui sont déjà apparus depuis hier par rapport au groupe, je crois que le PPE a la majorité relative, les sociodémocrates suivent derrière, le troisième groupe est manifestement celui des centristes, libéraux et démocrates dont on a... Ça sera compliqué. Ça sera compliqué quand même pour que la liste Renaissance fasse entendre sa voix au niveau de l'Europe? Ah non, pas du tout, parce que quand vous faites partie... Il faudra faire des alliances. Bien entendu, il y a 8 groupes, je crois, au sein du Parlement européen, dont les 3 premiers sont ceux que je vous ai cités. Et puis, il y a des alliances qui se nouent en fonction des directives qui sont émises par le Conseil, la Commission européenne, que le Parlement européen vote. À ce moment-là, vous avez certainement, vous devez certainement savoir qu'on peut même, avec des groupes dont les idéologies diffèrent, s'accorder pour voter des directives. Un mot avant de nous quitter, c'est important, cette polémique autour des cartes d'électeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu la justification de la part de la préfecture et de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique? Alors, d'abord, sous les recommandations de mon avocat conseil, j'ai décidé d'écrire une lettre ouverte à Monsieur le ministre de l'Intérieur pour exprimer l'indignation des Mahorais et pour dire que le communiqué du préfet, préfectoral en tout cas, est encore plus grave que les mentions portées. Qu'est-ce qui vous dérange? Alors, ce qui nous dérange, c'est que ce communiqué dit que le lieu de naissance, finalement. Qui justifie, mais ce n'est pas du tout une justification, c'est encore une fois remuer la plaie. Le couteau dans la plaie. Pour vous, justement, ça n'a fait qu'aggraver les choses? Écoutez, moi je suis né il y a une quarantaine d'années. Je sais que Mayotte n'était pas une colonie quand je suis né. Pourquoi le préfet justifie que lorsque j'étais né, Mayotte est une colonie? C'est ce qui justifie le fait que sur ma carte électorale que j'ai avec moi, on mentionne justement ancienne colonie. C'est très grave. Donc il y a certains élus et certains responsables politiques qui minimisent cette affaire, mais sachez que c'est une injure, c'est une provocation et c'est une faute administrative commise par l'administration. Il faut qu'une enquête soit ouverte pour établir la responsabilité administrative et que les sanctions soient prises, parce que compte tenu de l'histoire, compte tenu du différend que nous avons avec les Comores, vous imaginez un ancien élu maire qui voit sa carte électorale marquée qu'il est né au territoire, à l'archipel des Comores, alors que l'archipel des Comores n'a jamais été un statut juridique. Franchement, c'est volontaire et c'est réprimable. Merci beaucoup, Kirabaka Adakolo, d'avoir accepté notre invitation pour faire le point au lendemain des résultats des élections européennes. Tout autre sujet maintenant. En février 2018, la mairie de Mamoudzou inaugurait le nouveau parc de jeux et de loisirs à Passamenti. Ce projet entre dans un plan plus global d'aménagement des micro-espaces dans la commune. À ce titre, des travaux ont débuté sur la place Chanza Bolé à Cavani, place de l'ancien marché à Mamoudzou et sur le remblai de Mtsapéré. Ces travaux portés par la mairie, l'Académa et le GAL Est ont pour but de moderniser la périphérie de Mamoudzou et d'offrir de nouveaux lieux de vie aux administrés. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Les travaux d'aménagement de la place Chanza Bolé à Cavani ont commencé. Une réhabilitation de cette place qui va permettre de la transformer en un espace de loisirs et de jeux pour les enfants.
Nous avons fait le choix d'aménager cet espace, cet emplacement qui est appelé Chanzabolé à Cavani, dans le cadre de notre programme global d'aménagement des espaces ou d'aires de jeu ou d'espaces de loisirs dans nos quartiers. En fait, il manque beaucoup d'espaces de ce type où nos gamins peuvent aller jouer, ou même nous, adultes, nous pouvons aller respirer un peu, prendre de l'air et puis en même temps profiter des jeux, parce qu'il y aura des aires de jeu, il y aura des agrès, notamment pour la musculation, pour le fitness, pour plein de choses. Une place qui sera bientôt un espace pour les plus jeunes et pour les sportifs. Cette réhabilitation de la place s'inscrit dans le projet de la commune de réaménagement des micro-espaces. Ici, il y a un lot qui contient aussi le remblai de Mtsapéré qui est en cours d'aménagement. L'éclairage a été pratiquement installé. Les travaux vont reprendre pour le reste. Et l'ancienne place de marché où il y a aussi quelques aménagements. Vous avez vu, nous avons planté. Et il reste à poser les agrès, les jeux pour enfants, pour adultes, les sols souples pour faire de la muscu, pour faire du fitness, etc. Un projet de réaménagement des micro-espaces qui permettra de redynamiser certains lieux de vie et de moderniser les quartiers autour de Mamoudzou. Il y a un coût global de 2 millions d'euros. Qui sont un budget qui est porté par la ville de Mamoudzou. Mais interviennent aussi l'Académa pour l'achat des aires de jeu, des quelques agrès, mais aussi le GAL Est. Il y a un contrat de ruralité qui permet de financer ce genre de jeu. Donc il y a, j'allais dire, le socle est porté par la ville de Mamoudzou dans sa stratégie de création d'aires de jeu, d'espaces de jeu pour la population, donc pour les gens de quartier, et ensuite vient en complément pour acheter les jeux, l'Académa et le GAL Est. Ces travaux perturberont quelque peu la circulation dans les quartiers concernés. Il faudra attendre fin juin pour voir la fin des travaux sur la place Chanzabolé et la place Mariage. La fièvre de la vallée du Rift, les coupures d'électricité à Doujani ou encore la grève de la FSU. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce lundi 27 mai. Depuis fin novembre 2018, 134 cas humains de fièvre de la vallée du Rift ont été recensés, parmi lesquels 2 formes graves ont été signalées à l'ARS. Par ailleurs, de nouveaux foyers sont apparus à l'est et au sud, alors que le centre et le nord-ouest de l'île sont les zones les plus touchées par cette maladie. Les semaines passent et la fièvre n'est toujours pas enrayée. Pour rappel, elle infecte principalement des animaux comme les moutons, les bovins et les chèvres, mais peut se transmettre à l'homme. Les principaux symptômes sont la fièvre, les maux de tête ou encore des douleurs musculaires. Dans la grande majorité des cas, la guérison survient en quelques jours, mais il est fortement recommandé de consulter un médecin dès la survenue des signes. D'autant plus qu'il n'est pas à exclure qu'un faible pourcentage de personnes contractent une maladie grave, notamment une rétinite, une encéphalite et une fièvre hémorragique. Cependant, les décès surviennent chez moins de 1% des personnes infectées. Ces derniers jours, le quartier de Doujani a été soumis à plusieurs coupures d'électricité. Le CD a donc tenu à préciser que le territoire est subdivisé en 2 zones pour la réalisation des réseaux. Une zone dite urbaine, s'étendant de la rivière de Doujani au rond-point Cora à Magic à Volamir, et une zone dite rurale, couvrant tout le reste du territoire, Petite Terre comprise. Pour la réalisation des réseaux électriques du territoire, 2 acteurs interviennent à Mayotte, le CD et EDM. Concernant la fourniture d'électricité aux particuliers, seule l'électricité de Mayotte est à la manœuvre. Le conseil départemental ajoute qu'il effectue chaque année des travaux de création et d'extension du réseau d'électricité et assure les travaux d'installation des transformateurs dans les communes. 6 millions d'euros sont destinés à ces travaux. Le CD transfère ensuite les ouvrages réalisés à EDM pour leur exploitation. Toute demande de branchement est donc de la compétence de l'EDM. En conclusion, le CD assure qu'il n'est pas responsable des récentes coupures d'électricité survenues dans les quartiers de Doujani. La Fédération syndicale unitaire reste mobilisée contre les réformes du gouvernement, à commencer par le projet de loi de transformation de la fonction publique voté demain à l'Assemblée nationale. La FSU Mayotte considère que c'est un projet de destruction qui va mener à plus de précarité et moins de statut pour les fonctionnaires. Selon le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics Olivier Dussault, le fait de favoriser le recours aux contractuels dans la fonction publique, notamment dans les postes de direction, devrait permettre aux administrations de s'adjoindre plus facilement les compétences dont elles auront besoin et pour le temps nécessaire. Par ailleurs, la FSU Mayotte monte au créneau contre la loi Blanquer puisqu'elle va donner les pleins pouvoirs aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement. Pour le syndicat, il est urgent d'agir pour défendre les droits sociaux et le service public. La FSU Mayotte appelle donc à la grève avec un rendez-vous demain matin à 8h devant le vice-rectorat.
On termine ce journal avec la journée mondiale de la biodiversité qui aura lieu le 6 juin prochain. La Fédération mahoraise des associations environnementales, à l'initiative de cet événement, souhaite mobiliser les acteurs de la protection de l'environnement sur le territoire. Cette journée comprendra des sessions informatives dispensées par des spécialistes de questions relatives à l'eau ou encore aux plantes médicinales. Un volet sera également dédié à la jeunesse. Quel sera le programme de l'événement? Où se déroulera-t-il? Et quels en seront ses objectifs? Un reportage signé Marion Tellier. Le 6 juin prochain se déroulera la journée mondiale de la biodiversité. Les acteurs œuvrant à la protection de l'environnement seront à ce titre conviés à la cascade de Longoni. Ils rencontreront des spécialistes de thématiques relatives à l'eau ou encore à l'utilisation de plantes médicinales. Un moment de discussion et de partage autour des enjeux de la biodiversité sur l'île. Ici, on a cette impression qu'il y a les autorités, aussi bien étatiques que communales ou départementales, ont jeté l'éponge, ont abandonné le combat. Donc nous, on essaie de les faire rencontrer ensemble. On amène l'ADEAL, on amène l'ARS, on amène monsieur le maire, madame le maire, on amène la population pour qu'ensemble on partage dans un premier temps un état de lieu, un diagnostic et ensemble on se met d'accord sur les vraies actions parce que eux ont leur plan, les associations ont leur plan, la population a ses intérêts, comment faire à ce que tout le monde soit gagnant. Un volet jeunesse a également été pensé et sera mis en exergue tout au long de cette journée. Une classe de collégiens accompagnera en effet le cortège. L'objectif, sensibiliser les jeunes générations à la richesse de leur île. Il faut qu'il y ait une continuité historique et culturelle. Cette jeunesse mahoraise qui est actuelle ignore de tout ce qui est social, ignore aussi de l'existence de cette biodiversité. Les amener là-bas, c'est montrer qu'il y a les rivières qui sont pollués dans les villages, à eux ils sont beaucoup moins pollués, qu'il y a une vie. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, voilà où vos ancêtres ont puisé leur histoire. Toutes ces connaissances, toutes ces compétences historiques, tout ça a un sens. Le prochain événement à l'initiative de la Fédération mahoraise des associations environnementales aura lieu au mois d'août prochain. Il s'agira alors de la journée mondiale de la mangrove en partenariat avec le Conservatoire du littoral. Si le choix du lieu de rendez-vous n'est pas encore arrêté, la baie de Chiconi et la commune de Chirongui sont à ce jour les sites retenus pour accueillir l'événement. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.